On continue avec la prochaine vidéo. Cette fois-ci, on parle de l'écart type. Donc, on va parler du calcul et de l'interprétation de cet écart type. Dans notre dernière vidéo, on a parlé de l'étendue et on s'est rendu compte que la simplicité de notre étendue était son plus grand défaut. En effet, l'étendue allait chercher la valeur maximale et la valeur minimale de notre série statistique et c'est exactement ce choix-là qui faisait en sorte qu'on avait une dispersion qui était absolument inutile. Inutile parce qu'on ne considérait pas ce qu'il y avait à l'intérieur de notre série statistique. Donc dans cette section-ci, notre but, ça va être d'aller chercher maintenant une nouvelle statistique qui va permettre d'aller traiter les données à l'intérieur de la série statistique. Notre but, c'est d'aller chercher chacune de ces données statistiques. Pour y arriver, on pourrait commencer par comparer les valeurs de la série statistique à une valeur de référence. Cette valeur de référence-là, il va falloir qu'on la choisisse ensemble. On voudrait dans ce cas-ci une valeur qui représente bien la série statistique, une valeur qui est très représentative, quelque chose qui ressemble pas mal au centre de notre série statistique. Heureusement, dans la section précédente, dans la section 3.2, on a parlé des mesures de tendance centrale et on est arrivé à une moyenne qui faisait exactement ce travail-là. La moyenne, de la façon qu'on l'a construite, c'est une valeur qui représente le mieux possible toutes les valeurs en même temps. Donc, on va aller chercher une comparaison entre nos données et la moyenne. Une bonne comparaison qu'on pourrait faire entre les données et la moyenne, c'est d'aller vérifier quel est l'écart entre ces deux données-là. Donc, on va faire l'écart entre chacune de nos données et la moyenne, et on va en faire le total pour construire l'écart total à la moyenne. On se donne un exemple. On va regarder la série statistique suivante, 2, 4, 8, 18, très petite comme série statistique. Dans ce cas-ci, très rapidement, on peut confirmer que la moyenne est égale à 8. Donc 2 plus 4 plus 8 plus 18, ça donne 32, divisé par 4, ça donne 8. Avec ces informations-là, on va construire l'écart total à la moyenne. Donc, on va aller faire les calculs suivants. On va prendre chacune de nos données, on va faire la différence avec la moyenne et on va additionner ça ensemble. Donc, 2 moins 8, 4 moins 8, 8 moins 8, 18 moins 8. On additionne le tout et on obtient un beau gros 0. Bon, peut-être que la série statistique était mal choisie. On pourrait faire ça avec d'autres chiffres. Peu importe les chiffres qu'on va utiliser, dans ce cas-ci, si on fait encore l'écart total à la moyenne, notre résultat sera toujours 0. Pourquoi est-ce qu'on obtient toujours 0? Ben ici, c'est le problème qu'on rencontre vient de la façon qu'on a construit notre écart total. L'écart total, on le fait par rapport à la moyenne, et la moyenne, on est allé chercher cette valeur-là en trouvant le centre de nos données. Donc, en moyenne, nos données vont être à un certain écart qui sera toujours de 0 de cette moyenne-là. Comme notre moyenne est le centre de gravité de la série statistique, à chaque fois qu'on va comparer avec la moyenne, on va trouver des écarts qui sont positifs, des écarts qui sont négatifs, et lorsqu'on va additionner tout ça ensemble, on va toujours avoir un équilibre autour de 0. Pourquoi? Parce qu'on a choisi le centre de gravité de la série statistique. Pour régler notre problème, il faudrait qu'on fasse disparaître les nombres qui sont négatifs pour pas que nos écarts négatifs annulent les écarts positifs. Donc, on veut rendre tout ça positif, toujours. En mathématiques, il existe plusieurs méthodes pour faire ça. On en connaît déjà certains et certaines. Vous, surtout en sciences de la nature, vous avez vu ces méthodes-là. On pourrait utiliser notamment la valeur absolue. On pourrait utiliser l'exposant 2. Et ça permettrait de faire disparaître le négatif dans notre écart total. Dans ce cas-ci, la valeur absolue, c'est une méthode qui complexifie l'analyse dans nos calculs, donc on va plutôt utiliser le carré, on va utiliser l'exposant 2 pour notre écart. De cette façon-là, on va construire l'écart au carré total à la moyenne. Dans ce cas-ci, on reprend les mêmes calculs, on les élève au carré et on additionne ça ensemble. Qu'est-ce que ça nous donne? 152. Bon, génial, on a perdu le 0, c'est super, c'est ce qu'on voulait faire, donc on vient de trouver un écart au carré total à la moyenne de 152. Est-ce que c'est suffisant pour régler notre problème? On y est presque, mais c'est pas encore assez. Pourquoi? Parce que 152, c'est vraiment gros, là. Notre série statistique, 2, 4, 8, 18, la moyenne est de 8. 152, c'est plus gros que l'addition totale de toutes mes données ici. 152, c'est beaucoup trop gros. En plus, ce 152-là, il est donné avec seulement 4 données. Qu'est-ce qui se passe si on a quelque chose qui est gigantesque, beaucoup plus gros que 4 données? Dans ce cas-ci, imaginez que vous allez jusqu'à quelque chose comme 500 données. Ben, votre écart au total, votre écart au carré total à la moyenne va être
gigantesque. On va avoir un chiffre immense dans les milliers, dans les millions même parfois, pour une toute petite série statistique. Dans ce cas-ci, le problème qu'on rencontre, c'est que notre chiffre il est beaucoup trop gros par rapport à la quantité totale de données. On voudrait relativiser ce 152-là pour le ramener à quelque chose de plus proche de ce qu'on avait déjà ici. On veut relativiser, donc ce qu'on va faire ici, c'est réduire proportionnellement à la taille de notre échantillon ou de notre population. On va diviser par la taille totale de l'échantillon ou de la population. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle la variance. On va définir ça juste après. Ce qui va nous intéresser dans ce cas-ci, c'est reprendre l'écart au carré total à la moyenne et diviser ça par le nombre de données qu'on avait. Dans ce cas-ci, si on divise par 4, on obtient 38. 38, c'est la variance de notre série statistique. Et cette variance-là, c'est la première des mesures de dispersion qu'on rencontre. C'est la plus importante, c'est une des plus importantes mesures de dispersion en statistique. On définit cette variance-là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Nous, on va parler de la moyenne des carrés des distances séparant chaque donnée à la moyenne. Si on regarde le calcul qu'on a fait, on a effectivement pris chacune des données. On a fait la distance avec la moyenne, on a élevé ça au carré, et on en a fait une moyenne en divisant par le nombre total de données. C'est ce qu'on appelle la variance. Et là, la variance, un peu comme la moyenne, lorsqu'on va travailler sur des échantillons et des populations, on va devoir la noter différemment. Sur l'échantillon, on va noter la variance S carré, et sur la population, on va noter sigma carré. Donc, un peu comme avec notre moyenne, on utilise une lettre grecque pour la population. La moyenne, c'était mu, la variance, ce sera sigma au carré. Par contre, est-ce que cette variance-là, elle fait la job? Est-ce que c'est suffisant dans ce cas-ci? Parce que 38, on pourrait argumenter puis dire que c'est encore gros là, par rapport à ce qu'on avait sur la série statistique qu'on étudiait. Puis, on pourrait trouver aussi un autre problème à cette variance-là. Ici, le 38, il est issu d'un calcul avec des chiffres au carré. Donc, supposons qu'on avait, par exemple, ici là, un nombre de bonbons, ben, on aurait 38 bonbons au carré. Ça, 38 bonbons au carré, ça n'a pas beaucoup de sens. Des unités au carré pour comparer l'intérieur de notre série statistique, c'est quelque chose qui fonctionne un peu moins. Donc, on rencontre un problème ici. Comme le calcul est fait au carré, les unités sont au carré également. Ça ici, c'est un petit peu moins bon pour comparer à l'intérieur de notre série statistique. Donc, on va devoir régler ce problème-là. Heureusement, c'est un problème qui est super facile à régler. On a quelque chose qui est au carré, on sait qu'il y a une racine carrée par-dessus ça, et c'est réglé. Donc, c'est ce qu'on fait pour la prochaine étape. On définit l'écart type en faisant la racine carrée de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc, on fait notre calcul, on divise par 4, on met une racine carrée par-dessus, et on obtient 6,16, environ 6,16. Donc, typiquement, les données de la série statistique sont à environ 6,16 de la moyenne qui était 8. Ça ici, c'est enfin la bonne mesure qu'on voulait aller chercher. On a une mesure qui est pas trop grande, les unités vont être des unités simples, donc pas des unités au carré, et on a quelque chose qui est différent de 0, quelque chose qui est toujours positif. On a enfin obtenu ce qu'il nous fallait, et cette mesure-là, l'écart type, c'est ce qu'on définit tout de suite. L'écart type, on est allé dans la simplicité pour la définition. On appelle ça la racine carrée de la variance. C'est le lien qui unit l'écart type à la variance. Et cet écart type-là, ben, on pourrait le définir un petit peu plus en disant que c'est typiquement l'écart qui va séparer chacune des données à notre moyenne dans la série statistique. Encore une fois, comme pour la variance, comme pour la moyenne, on va noter de façon différente l'écart type selon l'échantillon ou la population. Si on est sur l'échantillon, on va noter S pour l'écart type. La variance, c'était S carré. L'écart type, c'est la racine, donc on enlève le carré. Sur la population, on utilise sigma, même principe que pour l'échantillon. Ceci étant dit, il nous reste encore à interpréter notre écart type. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir indiquer dans notre interprétation de l'écart type, un peu comme avec la moyenne, le mode, la médiane, l'étendue aussi qu'on a vu. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut indiquer, c'est les mots-clés suivants. On va indiquer que si elles étaient toutes à la même distance de la moyenne, nos données, là, c'est de nos données qu'on parle ici, nos données seraient de l'écart type. Donc, on va voir dans un exemple plus concret tantôt qu'est-ce qu'on veut dire par là, mais on veut indiquer que si toutes nos données étaient à la même distance de la moyenne, c'est le principe de l'écart type. Ensuite de ça, on va parler de la population.
de la variable étudiée et de la valeur de l'écart type ainsi que son unité de mesure. Ici, il n'y a rien de changé par rapport au reste, c'est les trois données typiques qu'on indique dans notre interprétation. Par exemple, pour cette interprétation-là, on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à si toutes les variables de la population étaient à égale distance de la moyenne, cette distance serait de valeur de l'écart type plus unité de mesure. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On va voir ça dans un exemple plus concret tantôt là, avec les pointages dans la LNH. Ce sera plus facile de structurer l'interprétation dans notre tête. Avant ça, par contre, là, on a parlé de l'écart type. On a vu la méthode qui nous amenait à l'écart type, mais on n'a pas vraiment parlé de la formule puis du calcul de cet écart type. Donc, on est rendu à faire ça, justement. Comment est-ce qu'on peut calculer notre écart type? Un peu comme avec la moyenne, on va y aller avec la liste de données pour commencer. Donc, sur cette liste de données-là, ben, ça va être très facile parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pas mal exactement une formule mathématique en décortiquant plusieurs étapes. Donc, les étapes qu'on a vues, ça nous amène aux formules suivantes. Sur l'échantillon, on va retrouver la formule suivante qui est plutôt longue, plutôt laide, plutôt désagréable, mais qui fait exactement le travail qu'on a effectué dans les dernières opérations. Donc, l'écart type S, ce sera égal à la racine carrée d'une certaine sommation. Cette sommation-là, ça représente quoi? Ça représente les distances au carré entre nos données et la moyenne. Donc, xi moins x bar au carré, c'est la distance entre la donnée xi et la moyenne x bar mis au carré. Et on divise par n-1. On revient tantôt là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé n-1 ici? Il y a une raison statistique derrière tout ça. Je vous mentionne ça, mais juste avant, on définit qu'est-ce qu'il y a dans notre formule mathématique. Donc, dans ce cas-ci, xi, comme d'habitude, c'est la im donnée. X bar, c'est la moyenne de la série statistique. On va devoir calculer la moyenne pour pouvoir aller faire l'écart type, c'est assuré. Et on va utiliser n comme étant le nombre total de données dans notre échantillon. Maintenant, n-1. Pourquoi est-ce qu'on utilise n-1 plutôt que d'utiliser n, alors que tantôt, quand on a préparé notre construction de l'écart type, on divisait tout le temps par la quantité totale dans la série statistique? Ben, ici, on utilise n-1 plutôt que n parce qu'il y a des raisons statistiques théoriques derrière ce choix-là. C'est pour éviter d'avoir une estimation biaisée de notre écart type sur la population, sur l'échantillon plutôt. Dans ce cas-ci, nous, on n'ira pas en détail là-dedans parce que c'est des données statistiques qui sont très, très, très avancées. Ça dépasse clairement le cadre du cours, donc on n'ira pas en profondeur là-dedans. Je vous demande seulement d'accepter qu'on divise par n-1 plutôt que par n pour des raisons d'estimation sans biais. Ces raisons-là, je ne les détaille pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire des recherches sur Internet, mais c'est complexe. C'est plus compliqué, c'est pour éviter que on perde de l'information quand on estime l'écart type, et c'est en lien avec un degré de liberté qu'on va peut-être aborder un petit peu plus cette session-ci, mais pour l'instant, on laisse ça comme ça, on accepte la formule telle qu'elle est. Ensuite de ça, il nous reste quand même à voir sur la population. Population, vous allez voir, il n'y a pas de problème de n-1. Quand on fait notre calcul, on divise effectivement par la taille totale de la population et on a les mêmes données dans notre formule. Donc, xi, c'est encore la im donnée, mu, c'est la moyenne, grand N, c'est le nombre total de données dans la population. Ceci étant dit, on est rendu à faire un exemple. Exemple 3.16, vous avez ça dans vos notes. Dans cet exemple-là, on se parle de l'écart type du nombre de points des meilleurs pointeurs de la LNH. On fait encore référence au tableau 3.2. Donc, tableau 3.2 de la page 62, on va aller voir ça. Et on peut en sortir la colonne du pointage. C'est tout ce qui nous intéresse dans ce cas-ci. Avec cette colonne-là, on va être capable de faire le calcul de notre écart type. Ici, on cherche un écart type sur une liste de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser la formule pour la liste de données. On a besoin des xi, de x bar et de n-1. X bar, dans ce cas-ci, la moyenne de ce pointage-là. Si vous avez vu la vidéo sur la moyenne, vous avez vu comment on a calculé ça. Ça nous donnait 91,33 points. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans notre calcul ici. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de remplacer les valeurs par ce qu'on a dans notre tableau, la moyenne qu'on a calculée précédemment et la quantité totale de données qui nous reste. Donc ici, on fait ça. On commence par 100 points moins la moyenne, 91,33. On élève ça au carré. On additionne 99 points moins la moyenne au carré. On additionne ça encore et on se rend jusqu'à la dernière donnée, 60 moins la moyenne au carré, qu'on divise par
18 moins 1, hein, on n'oublie pas n moins 1, donc ici, on divise par 18 moins 1. On fait notre racine carrée, rentrez ça dans votre calculatrice, pitonnez ça en quelques minutes, c'est quand même long à pitonner tout ça, et ça va vous donner 18,49 points. Donc ça veut dire que si tous les pointages de notre liste étaient à égale distance du 91,33 qu'on avait, on retrouverait cet écart-là comme étant 18,49 points. Un peu plus tard, quand on va être dans la loi normale notamment, on va voir qu'avec cet écart-type-là, on peut englober la plupart de nos données avec des multiples de cet écart-type-là. Mais pour l'instant, on y va avec l'interprétation simple. On nous dit que si tous les points marqués par les meilleurs pointeurs de la LNH étaient à égale distance de la moyenne, cette distance serait 18,49 points. Ici, remarquez que ma variable, je l'ai changée légèrement, j'ai dit point marqué, juste pour que ma phrase ait un petit peu plus de sens. Et on retrouve quand même la population, on retrouve l'écart type et son unité de mesure, et on a les mots-clés qui nous indiquent qu'est-ce qu'on est en train de calculer. Maintenant, il nous resterait à calculer l'écart type sur un tableau de fréquence, parce que vous le savez, en statistique, on utilise beaucoup plus des tableaux de fréquence que des listes de données. Liste de données, c'est toujours très long à analyser, donc on y va avec un tableau de fréquence. Dans ce cas-ci, comme avec la moyenne, on va être capable de regrouper nos additions en multiplication avec la fréquence, et c'est ce qu'on obtient dans les formules suivantes. Donc, sur l'échantillon, on a la formule qui ressemble à ceci. Dans ce cas-ci, on fait apparaître FI, qui est la fréquence de notre donnée XI, et remarquez que ma sommation s'arrête à K ici. Pourquoi? Parce que si on a regroupé nos valeurs nos données en valeurs, ben on va avoir moins de données dans notre tableau, on va avoir un petit peu moins d'informations. Donc on peut s'arrêter avant d'arriver à N au total dans notre sommation. Ici, on va quand même expliquer chacune des variables. Il y en a beaucoup ici dans cette sommation-là. Donc on les regarde ensemble. On a XI qui va être la IM valeur du tableau. On ne parle plus de données, on parle de valeur du tableau. On a FI qui est encore la fréquence de la IM valeur du tableau. X bar qui est la moyenne de notre série. K qui est le nombre de valeurs dans le tableau. Et N qui est le nombre total de données dans l'échantillon. Cette formule-là, elle ressemble beaucoup à celle qu'on avait avant. La différence, c'est qu'on multiplie par la fréquence. Sur la population maintenant, très semblable. On a presque la même chose, la différence c'est qu'on divise par grand N plutôt que par N-1, et on utilise mu, comme on est dans la population, plutôt que X bar. Même principe pour les variables à l'intérieur de notre calcul ici. XI, c'est encore la IM valeur du tableau. FI, c'est encore la fréquence de la IM valeur. Mu, la moyenne. K, le nombre de valeurs. Et grand N, le nombre total de données dans la population. Il nous reste une petite note à ajouter. Cette note-là, un peu comme on l'avait fait avec la moyenne, c'est celle-ci. Lorsqu'on travaille avec des classes plutôt qu'avec des valeurs, on va aller chercher le milieu de la classe pour remplacer le XI dans notre calcul. Donc, un peu comme on l'avait fait avec la moyenne, on va aller chercher MI plutôt que XI. Ça va faire le même travail plutôt que d'aller chercher la valeur directement. On regarde un dernier exemple et ensuite de ça, on se parle des limites de l'écart type. Donc, cet exemple-là, 3.16.2, vous l'avez dans vos notes. Encore une fois, ici, on cherche à trouver l'écart type du nombre de points des meilleurs pointeurs de la LNH, mais cette fois-ci, on travaille sur un tableau un petit peu plus petit. Un petit peu différent, ici, on a groupé par classe les nombres de points et on est allé chercher des fréquences associées. Ici, je cherche l'écart type sur un tableau de fréquences, j'ai besoin de la formule du tableau de fréquences. Dans ce cas-ci, je travaille avec des classes, donc mes XI, ce seront les milieux de classe, et je cherche encore la moyenne de ce tableau-là. Ça, on l'a fait aussi dans l'exemple 3.12.2, je crois. Je pense que c'est bien ça, ou 3.14.2 dans la vidéo sur la moyenne. On est allé chercher exactement cette moyenne-là ici, et on avait obtenu 93,89 si je ne me trompe pas. Ceci étant dit, on va pouvoir utiliser cette valeur-là dans le calcul qui est ici. Et pour faire ça attentivement, on va aller chercher chacun des milieux de classe pour les rentrer dans notre formule pour obtenir l'écart type sur le nombre de points des meilleurs pointeurs. Dans ce cas-ci, on utilise le milieu de classe de la première classe, 65 moins 93,89 qui est notre moyenne, élevé au carré, et on multiplie par le nombre de joueurs de ce tableau-ci. On fait le même principe pour la deuxième classe, 75 moins 93,89 au carré fois 3.
On procède ainsi pour chacune des classes jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière classe. 115 qui est le milieu de la classe, moins 93,89 au carré, multiplié par 6 joueurs. C'est le nombre de joueurs qui est associé à cette classe-ci. On divise par 18 moins 1, on fait notre racine carrée et on obtient 18,11 points dans ce cas-ci pour cet écart type-là. Encore une fois, notre écart type a changé un peu par rapport à notre dernier exemple. C'est normal, on a groupé par classe, on perd de l'information, on a donc un petit peu moins de précision sur notre écart type. Il nous reste quand même à l'interpréter, cette interprétation-là, très simple. On parle, encore une fois, de ce qui suit. Si tous les points marqués par les meilleurs pointeurs de la LNH étaient à égale distance de la moyenne, cette distance serait 18,11 points. Rien de plus simple que ça, hein, c'est la même chose que notre dernière interprétation, on fait juste changer la valeur de l'écart type. Ceci étant dit, ça fait le tour, on a vu comment calculer l'écart type sur la liste de données, on a vu comment calculer l'écart type sur le tableau de fréquence, on a vu comment est-ce que l'écart type avait été construit idéologiquement, et on sait maintenant d'où est-ce que ça vient cet écart type-là, et qu'est-ce que ça a comme but. On veut aller chercher la dispersion à l'intérieur d'une série statistique. Par contre, il nous reste encore à parler des limites de l'écart type. En effet, si j'essaie de comparer la dispersion interne de deux séries différentes, je ne pourrais pas y arriver avec l'écart type. Je ne pourrais pas y arriver avec l'écart type, pourquoi? Parce que l'écart type est construit à l'intérieur d'une série statistique et dépend de la moyenne de cette série statistique-là, dépend aussi de l'amplitude des données de la série statistique. Donc, on ne pourra pas comparer deux séries complètement différentes avec seulement l'écart type. En effet, si on allait chercher l'écart type de chacune de nos séries statistiques, ben, d'un côté, on pourrait avoir un écart type qui est gigantesque parce que les données sont gigantesques, et de l'autre, on pourrait avoir un écart type qui est minuscule parce qu'on travaille sur des données qui sont minuscules. En réalité, cette comparaison-là ne peut pas se faire exactement à cause de l'amplitude des différentes séries statistiques. On se donne un exemple justement pour bien saisir ce qu'on est en train de parler, de quoi on est en train de parler. Imaginez que vous essayez de comparer les salaires des joueurs de la LNH en millions de dollars au salaire des joueurs de la LAH, la Ligue américaine de hockey, qui est plutôt en milliers de dollars. Mais là, ici, vous comparez des millions avec des milliers, vous comparez des pommes avec des oranges, ça se compare pas ici. On a un problème, on ne peut pas comparer les deux écarts types de ces deux séries statistiques différentes. Le problème vient du fait que on reste dans le contexte aux deux places, donc on reste en millions pour la LNH et on reste en milliers pour la LAH. La solution, ce sera d'aller relativiser nos résultats, un peu comme on le faisait avec les fréquences relatives. On va pouvoir comparer les écarts types en relativisant par rapport à ce qu'on a dans la situation, dans la série statistique qu'on est en train d'étudier. Ça, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. On va parler du coefficient de variation qui va justement nous permettre de relativiser notre écart type en fonction de la moyenne de notre série statistique. Donc sur ce, on se laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec le coefficient de variation.